Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur les questions humanitaires. Le sommet a réuni les 27 et 28 mai à Malabo, en Guinée équatoriale, les chefs d'État et de gouvernement et de hauts responsables autour de deux sommets extraordinaires sur les causes et effets des crises humanitaires sur le continent. Constat sans équivoque, le changement climatique combiné à la poussée terroriste et à la mauvaise gouvernance résulte à des centaines de milliers de déplacés, des centaines voire des milliers de victimes. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exhorté les participants à prendre, je cite, des mesures concrètes, courageuses. Il a aussi plaidé pour des mesures urgentes pour environ 113 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire et quelques 280 millions sous-alimentés. Le diplomate tchadien a ensuite estimé que le terrorisme était une gangrène qui infecte progressivement toutes les régions du continent, de la Libye au Mozambique, du Mali à la Somalie en passant par le Sahel, le bassin du lac Tchad et l'est de la République démocratique du Congo. Mais voilà, le double sommet de Malabo s'est refermé sans indication claire sur les orientations finalement retenues. Pas de cérémonie de clôture et à l'issue de ce huis clos, pas d'informations sur la déclaration conjointe que les chefs d'État devaient adopter sur les changements de pouvoir inconstitutionnels et le terrorisme. On ignore donc pour l'instant si les appels à l'action du président de la commission de l'UA ont été bel et bien entendus. Analyse, mais surtout prospection ce soir de ce double sommet, mais aussi surtout des enjeux potentiels sur le terrorisme, sur la lutte antiterroriste sur le continent, en compagnie de mes invités ce soir. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu Cherkaoui Roudani. Bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter d'être parmi nous. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et en géostratégie. Et par Skype, j'ai également le plaisir d'accueillir mon confrère Aziz Saïdi, journaliste et consultant média spécialiste de l'Afrique. Bonsoir Aziz Saïdi, merci de vous joindre à nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, on parle de ce sommet de Malabo. Dans quel contexte se tient-il? Pourquoi un sommet extraordinaire de l'UA sur deux thématiques principales, à savoir le changement climatique, mais aussi et surtout le terrorisme? Effectivement, il y a un contexte aujourd'hui que connaît le continent africain, surtout après la prolifération des attaques terroristes et aussi la décentralisation des activités des groupes terroristes comme Daesh, pour la région de l'Afrique de l'Ouest et même la région et en Afrique tout entière, notamment en Afrique aussi centrale et le Corne d'Afrique. Et de fait, aujourd'hui, devant la situation qui est difficile, je pense aujourd'hui la communauté internationale commence à poser des questions. D'ailleurs, c'est pourquoi on a vu, il y avait le sommet de la lutte contre Daesh à Marrakech qui a abrité le Royaume du Maroc. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation à l'échelle internationale. Il y a une prise de conscience, si vous acceptez le terme, de la communauté internationale de voir ou bien de revoir l'Afrique avec d'autres lunettes. Néanmoins, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a une philosophie de stratégie capable vraiment de résoudre certains problèmes qui sont imbriqués, qui sont composés, qui aussi des problèmes qui sont structurels, parce qu'il ne faut pas que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une opération militaire. D'ailleurs, on l'a vu avec la France, avec le retrait de la décision de la France et le retrait de l'opération Barkhane. On a vu aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y a des attaques terroristes dans la région de Liptako-Gourma ou bien la région des trois frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali. Et on voit aussi qu'il y a le problème aussi politique. N'oublions pas, il y avait des changements inconstitutionnels dans plusieurs pays, notamment le Mali, un coup d'État que nous avons traité avec vous, madame, ici sur la question de la Guinée-Bissau, et aussi donc le problème du changement climatique, parce que tout il y a un système d'équations avec des paramètres qu'on trouve éparpillés dans des équations chacun. Donc et voilà, donc aujourd'hui nous sommes devant un continent qui connaît des problèmes et connaît des mutations profondes. S'il n'y a pas vraiment une prise de conscience, une véritable prise de conscience sur les défis, les enjeux de terrorisme,
de séparatisme, de l'irrédentisme, et aussi du crime organisé, et aussi même de l'instabilité politique. N'oublions pas aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y a le problème de la Libye qui continue de persister, donc avec une éventuelle dégradation de la situation, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas une certaine convergence de réflexion stratégique des grands États puissants sur une feuille de route claire et lucide, d'autant plus qu'aujourd'hui, le problème, par exemple, je parle par exemple du Tchad, je parle de la Guinée équatoriale, je parle aussi même du Bénin, le Golfe de Guinée connaît une mutation profonde sécuritairement parlant, et aussi parce qu'aujourd'hui, cette année, il ne faut pas l'oublier, nous l'avons souligné ici dans votre chaîne, c'est que cette année, c'est l'année la plus désastreuse dans la bande sahélo-saharienne, avec une sécheresse qu'a jamais connue la région depuis 120 ans. Et donc, de fait, les répercussions seront négatives et pourront être touchées des millions de personnes dans le continent. Très bien. Alors, on va revenir à ce défi de la faim en Afrique. Vous avez évoqué, Cheikh Khaoureddani, une prise de conscience de la communauté internationale. Je me tourne vers mon second invité, Aziz Saïdi. Y a-t-il une réelle prise de conscience continentale? Il y a certes, et comme l'a été prouvé lors de la réunion sur la coalition anti-Daesh qui s'est tenue à Marrakech, rappelons-le, on a senti qu'il y a comme un éveil international sur cette question du terrorisme en Afrique. Mais qu'en est-il des pays africains et surtout avec ce double sommet de Malabo qui s'achève sans réelle déclaration finale, donc sans engagement écrit noir sur blanc, du moins? Oui, tout à fait. En fait, le constat est clair. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, le président de la Commission africaine, Moussa Faki, n'y a pas été par le dos de la cuillère. Les problèmes sont là et se nourrissent entre eux. D'ailleurs, ces problèmes humanitaires sont liés aux problèmes de malgouvernance, sont liés aux problèmes de changement anticonstitutionnel et sont liés aussi au terrorisme. Et il y a la couche des changements climatiques qui vient s'ajouter pour aggraver la situation. Donc, à mon avis, le constat est là. Je pense qu'on en parle depuis des années sur cette antenne, notamment avec vous, Khadija. Mais là, on a l'impression que cette prise de conscience est encore plus accrue. Malheureusement, comme vous l'avez dit, on a l'impression qu'il n'y a pas encore de consensus sur les moyens d'agir. On l'a vu, ce double sommet qui devait être clôturé par une cérémonie, une lecture d'une déclaration conjointe, ce qui n'a pas été le cas. Il y a eu quelques documents qui ont filtré le lendemain du sommet, le dimanche 29, qui parlent malheureusement, heureusement, qui parlent de mesures qui étaient déjà là, qui étaient déjà présentées lors des précédents sommets de l'Union africaine, et qui malheureusement, tous les partenaires africains, enfin l'Afrique, on prend la responsabilité, n'a pas tenu ses propres engagements. Notamment en matière de sécurité. La fameuse force conjointe de l'Union africaine, c'est quelque chose dont on parle depuis plus d'une décennie, et malheureusement, ça n'a jamais été concrétisé. Vous parlez d'une force conjointe, juste histoire aussi de mettre nos téléspectateurs au jus. Quand vous dites une force de l'Union africaine, est-ce une force militaire, une force de maintien de la paix? Dans quel contexte s'inscrit cette force africaine? En fait, elle était voulue, telle qu'elle a été proposée, comme une force conjointe de l'Union africaine. Moussa Faki a parlé des effectifs des armées africaines qui dépassent les 2,5 millions. Et il a parlé du fait que si on arrivait à mobiliser 1 ou 2% de ces effectifs sous le giron de l'Union africaine pourrait avoir les moyens d'agir et de justement ne pas passer par des mercenaires étrangers pour pouvoir assurer la sécurité. Malheureusement, jusqu'ici, cette proposition restait lettre morte. Et malgré le fait qu'on en parle dans les travées du sommet, ça n'a pas été noté noir sur blanc avec un agenda bien précis. C'est aussi une autre mesure a été aussi évoquée, c'est celle de la réactivation de la sous-commission qui dépend de la commission paix et sécurité, chargée du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, et chargée aussi du problème des transitions politiques anticonstitutionnelles.
Malheureusement, là aussi, on a juste l'intitulé, mais on n'a pas les moyens qui seront alloués, on n'a pas encore d'agenda fixe. Et force est de constater que peut-être qu'il n'y avait pas un consensus sur ces moyens parce qu'il n'y a pas eu, de concret dans la déclaration finale. 20 ans plus tard, 20 ans après le plan d'action de l'Union africaine adopté, Sharqawi Roudani, un échec oui, pour la lutte contre le terrorisme, bien sûr. Ben écoutez, c'est un échec flagrant parce que jusqu'à maintenant, donc, il y a une géographie terroriste qui est en train de s'implanter de nouveau parce qu'il faut s'attendre aujourd'hui avec ce qui se passe en Irak et en Syrie, qu'il y a une délocalisation des activités terroristes, notamment en Afrique, c'est notamment en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à maintenant, le nord de Mozambique, dans la région de Cabo Delgado, connaît une certaine résurrection des groupes terroristes. La région de Guinée, Golfe de Guinée aussi, connaît donc une métamorphose. Donc il y a une implantation de l'État islamique au Grand Sahara, de l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, même l'organisation de soutien à l'islam et aux musulmans de Ayad Ghali existe au Golfe de Guinée. Maintenant, dans la région de Luptako-Gourma, dans la région de Mopti, de Ségou, de Indalamina existe. Donc, il y a une implantation de certains groupes terroristes. Donc, il faut s'attendre à une émergence des autres groupes, des autres cellules, parce que tout simplement, le problème qu'on vient de dire, c'est un problème structurel. Le terrorisme devient une culture dans la région. Mais quels sont les enjeux? Ça devient une culture, et vous avez parlé de l'Irak, vous avez parlé de la Syrie, nous connaissons bien sûr les enjeux des groupes terroristes qui s'activaient dans cette région. Oui. Quels sont les enjeux de ces groupes terroristes pour s'activer en Afrique? Écoutez, il y a Qu'est-ce qui nourrit ces ambitions-là terroristes? Tout simplement, il y a aujourd'hui une connivence. Là où il y a des vides géopolitiques, donc les groupes terroristes s'installent parce que c'est un business. Effectivement, il y a la terreur. Il y a aussi donc la mise en place d'un espace géopolitique bien défini et bien ciblé, avec des paramètres maîtrisables, par exemple. Parce que pour le cas de l'Irak et de la Syrie, sur les enjeux géopolitiques, nous les connaissons. Ouais. Il y a l'Iran, il y a les autres forces. Donc on connaît un peu pourquoi ça pullule là-bas. Mais pourquoi chez nous en Afrique? L'Afrique, c'est un continent que dans son sous-sol, il y a des gisements qui sont très importants, des matériaux critiques et des matériaux stratégiques. C'est-à-dire, les ressources naturelles sont très importantes. 58% du cobalt à l'échelle internationale existe en Afrique. 75% du platine dans le monde existe en Afrique. Les terres rares existent en Afrique. Par exemple, quand vous parlez du RDC, vous parlez de la région de Kivu Nord ou bien de la région de Katanga. Ou bien quand vous parlez du nord du Mali, vous parlez de la région de Mopti. C'est l'une des régions les plus importantes à l'échelle internationale. Vous parlez de l'uranium, vous parlez du gaz, du pétrole, vous parlez de l'or, vous parlez du diamant, vous parlez aussi de le lithium. Ce sont des matériaux critiques et stratégiques qui sont très importants dans l'industrie future du monde. Aujourd'hui, tout le monde le sait, qu'il y a la question des voitures hybrides devient une question géostratégique entre la Chine et les États-Unis. Et donc, de fait, aujourd'hui, tout le monde cherche une conquête des autres espaces très importants. De fait, aujourd'hui, l'espace nord-ouest africain, de Tanger jusqu'à le Congo, c'est un espace géopolitiquement parlant très important pour le futur de l'humanité. Donc aujourd'hui, on parle de 3 continents qui vont redessiner le monde prochain. Il y a l'Afrique, il y a l'Inde, il y a la Chine. Et de fait, on comprend pourquoi aujourd'hui, donc l'Iran existe en Afrique. D'accord, l'Iran, il est très puissant en Afrique, la Turquie. Aujourd'hui, il y a un niveau, je ne sais pas, donc des pays occidentaux pour un retour stratégique, mais jusqu'à maintenant, il y a vraiment des conflictualités, surtout avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, sur la manière avec laquelle, comment gérer ce développement de certains axes géostratégiques, des conflictualités. Les forces de Wagner de la Russie existent aujourd'hui en Centrafrique, et aujourd'hui, donc, c'est très important de comprendre que, par exemple, le sommet de l'Union africaine, l'Union européenne récemment, et on l'a discuté avec vous, Madame Khadija, donc, on a discuté à quel point les Européens n'arrivent pas de contrôler, n'arrivent pas d'apercevoir ou bien de concevoir une stratégie parce que faute de moyens, faute de stratégie, par exemple d'ailleurs quand on parle de la régionalisation de la sécurité qui a été opérée par l'Élysée, on a vu qu'il y a un échec
parce que stratégiquement parlant, il y a un échec. Même tactiquement, on a réussi un petit peu de faire stabiliser temporairement les choses. Et donc aujourd'hui, c'est pourquoi le continent africain constitue l'épicentre de la stratégie de plusieurs doctrines géopolitiques, comme l'Indo-Pacifique élargi, donc c'est l'Afrique. On parle par exemple de la doctrine eurasienne, il y a le continent africain dans la perception russe, c'est pourquoi il s'implante dans plusieurs pays. Quand vous parlez de One Round One Belt chinois, donc c'est le continent africain. Mais est-ce que justement le continent africain, la Chine, aujourd'hui, elle a grignoté beaucoup de terrain par rapport aux États-Unis? D'ailleurs, même en Guinée, à Malabo, il y a eu la nomination d'un nouvel ambassadeur américain pour essayer de dissuader les autorités d'accepter l'installation d'une base militaire chinoise. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, ça se joue sur plusieurs pays que l'on ne pensait pas, qui ne pouvaient pas justement peut-être intéresser ce pouvoir chinois. Oui, tout à fait. Les salles de conférence qui ont abrité les réunions, eh bien, les 200 extraordinaires ont été construites par des entreprises chinoises. Je connais ça, donc très bien. Donc, et de fait, aujourd'hui, c'est tout à fait normal donc, de voir cet engouement. Les groupes terroristes, c'est un outil, c'est un moyen de rééquilibrage. Ils savent très bien pertinemment. D'ailleurs, j'ai suscité ça dans une analyse que j'ai faite, ça fait 7 ans, sur la question de géoterrorisme. C'est l'étude de la fabrication et l'invasion des espaces grises, sécuritairement parlant, ou bien les espaces non contrôlés, par les groupes terroristes ou bien par le biais des groupes terroristes. Parce qu'il faut savoir que certains États financent des groupes terroristes, comme l'Iran. Vous allez vous poser la question, justement. D'où vient l'argent de ces groupes terroristes? Quand vous me parlez, par exemple, d'Ibrahim Zegzaghi au Nigeria, dans la région de Maïgodori, devient des millions de dollars, 50 millions de dollars chez ce monsieur pour équilibrer. Donc, c'est un groupe chiite. Le sens et l'essence, par exemple, de tout ce que vous voyez maintenant, c'est Ibrahim Zegzaghi. C'est de là où il y a Chico, il y a Adnan Abou Walid Sahraoui, il y a aussi donc. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes dans un monde immonde. D'accord, il faut vraiment regarder les choses avec d'autres manières et il faut vraiment une certaine responsabilité de la communauté internationale pour essayer un petit peu de trouver des solutions adéquates et appropriées. Sinon, ça sera vraiment la catastrophe. Aziz Saïdi, toujours dans ce cadre-là, avant qu'on évoque aussi ces crises humanitaires, on parle clairement d'une situation qui semble aujourd'hui hors du contrôle des pouvoirs occidentaux, entre guillemets. Selon vous, vraiment, est-ce que c'est vraiment trop tard? Est-ce que c'est une nouvelle ère qui s'inscrit dans l'histoire de ce continent où l'Occident est relégué au second rang, tout simplement? En fait, comme l'a dit le professeur Sharqawi, je pense que l'Afrique a de tout temps attisé les convoitises, que ce soit celles des puissances occidentales ou des autres puissances. Et force est de constater que ces dernières années, il y a eu une vraie percée de pays, de puissances comme celle de la Chine ou de la Russie avec le Mali. La Russie, la Chine, vous l'avez dit, est très présente en Afrique économiquement. Elle commence à l'être aussi militairement. Et d'autres pays se joignent justement à cette épopée, enfin, à cette tentative de s'accaparer une partie des richesses africaines. On parle de la Turquie, on parle de l'Iran, on parle d'autres pays. Mais enfin, le décor classique dans lequel on était habitué avec notamment les pays occidentaux, notamment la France, qui était très présent et qui avait un peu le contrôle sur certains gouvernements pour assurer la sécurité, mais aussi pour les questions de développement. Là, on voit qu'on a changé de paradigme. On est dans une Afrique où les enjeux sont multiples. Et pour revenir à la question que vous aviez posée tout à l'heure sur les raisons de l'installation de cet épicentre terroriste en Afrique, je pense que contrairement à ce qui se passe relativement en Irak et en Syrie, c'était lié à des enjeux doctrinaux, politiques, des enjeux géostratégiques. En Afrique, ça commence d'abord par l'enjeu de développement. Parce qu'il y a des populations, on sait tous que le continent africain est le continent le plus jeune au monde, avec une population, avec une base de la pyramide qui est très très large, et que justement ces jeunes qui n'ont pas
qui n'ont pas les moyens de concrétiser leurs aspirations dans le cadre d'un développement économique et social inclusif, sont tentés justement d'aller vers des groupes extrêmes pour pouvoir s'accaparer, enfin, réaliser leurs ambitions socio-économiques. Donc, l'enjeu du développement est au cœur de la problématique terroriste en Afrique. Et d'ailleurs, la réponse militaire est importante parce qu'il faut taper très durement sur ces groupes, mais la réponse socio-économique et la réponse de développement est encore plus importante pour ne pas préparer le lit à ces terroristes, le lit de recrutement pour ces terroristes. Je pense que comme on l'avait évoqué, notamment en parlant de l'échec du G5 Sahel dans la région du Sahel, ça peut être élargi à d'autres régions. Et en fait, c'est la défiance aussi face aux autorités. Rodani a parlé tout à l'heure de zone grise. Donc, quand on dit zone grise, c'est un peu ce qui se passe au Mali, au Burkina, après les coups d'État. Donc, il n'y a pas réellement de pouvoir en place, en tout cas pas démocratiquement élu. Donc, ces zones grises-là, c'est un fait. Mais de l'autre côté, il existe aussi et subsiste cette question de défiance face au pouvoir. C'est-à-dire que les communautés aujourd'hui, et on connaît aussi la particularité des différentes communautés qui peuvent constituer un seul pays en Afrique, eh bien, elles ne font plus confiance à ce pouvoir, elles préfèrent faire confiance à d'autres organisations qui jouent aussi le rôle, comme l'a expliqué tout à l'heure mon invité sur le plateau, qui constituent aussi, j'ai envie de dire, des concurrents à des forces déjà historiquement présentes. Oui, tout à fait. Et vous avez tout à fait raison de souligner l'aspect ethnique, parce que on a très souvent vu sur le théâtre africain l'implication ou l'imbrication entre l'aspect ethnique et l'appartenance à des groupes terroristes. Parce que certaines ethnies se sentent justement éloignées du pouvoir, se sentent mises sur le banc, et elles sont tentées justement de rejoindre des mouvements terroristes pour se trouver une place. Mais j'irais même plus loin, ces fameuses zones grises, enfin, au-delà des zones grises, en fait, il y a aussi le problème de gouvernance. Quand on a tous les putschs qui se sont passés dernièrement, enfin, en tout cas ceux du Mali, ceux de la Guinée, on a vu qu'il y avait un soutien populaire à ces putschs. Et ce soutien populaire, il vient du fait qu'il y avait un ressenti chez les populations d'une malgouvernance, d'une mauvaise gouvernance de la part des gouvernements qui étaient démocratiquement élus. Et que ces putsch et ces juntes militaires viennent quelque part réparer quelque chose, et même le président de la commission, Moussa Faki, a reconnu qu'il y avait un soutien populaire à ces putschs, et que ça venait justement de ce sentiment que les gouvernements en place avaient versé dans la malgouvernance. Alors, c'est un cercle vicieux, parce que quand on a de la mauvaise gouvernance, ça donne des changements anticonstitutionnels, et ces changements anticonstitutionnels, ils nous éloignent du chemin du développement inclusif, et ça nourrit aussi des réactions terroristes de l'autre côté. Et ça, c'est ça le problème. Il faut casser ce cercle vicieux, et il ne peut être cassé qu'à travers le développement, encore une fois, le développement économique, mais aussi la bonne gouvernance politique. Certainement. Par rapport à ce cercle vicieux, et aussi par rapport au retrait du Mali du G5 Sahel, Cheikh Rodani, c'est sûr que ça n'arrange pas la situation pour la région du Sahel, mais qu'en est-il de la région du Nord, de l'Afrique du Nord, avec bien sûr l'instabilité en Libye? Et je voudrais revenir avec vous sur une excellente analyse de vous-même, d'ailleurs, qui remonte à 2009, intitulée Une tempête terroriste plane sur la région du Maghreb. Ça a paru dans Sahel Intelligence. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de vivre cela aujourd'hui, en 2022 ?
Écoutez, 13 ans plus tard. Comme l'a bien expliqué M. Saïdi, aujourd'hui, il y a des problèmes structurels. C'est-à-dire aujourd'hui, l'implantation des groupes terroristes dans la région, dans la bande Sahel, le Sahara et l'Afrique de l'Ouest, vient parce que tout simplement, aujourd'hui, on parle de l'incapacité de l'État de gérer sécuritairement parlant son espace devant le manque de moyens. Et aujourd'hui, donc, devant la situation actuelle, devant les vides géopolitiques qui se prolifèrent, on parle de la Libye, le sud de la Libye, dans la région de Sebha, avec le Tchad. D'ailleurs, tout le monde sait les circonstances qui ont mené à l'assassinat du président tchadien. Les groupes terroristes séparatistes ont été installés dans le nord, dans le sud de la Libye. Tout le monde parle du Polisario, sa connivence aussi avec le groupe terroriste. Par exemple, tout le monde parle de Adnan Abou Walid Sahraoui ou Ould Habib. C'est un élément du Polisario. Donc, c'est lui qui met en place l'organisation de l'État islamique au Grand Sahara qui continue d'exister maintenant. Et il y a à peu près entre 500 et 650 membres du Polisario qui travaillent et qui dans ce groupe-là. Donc, et de fait, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui continue d'exister depuis très longtemps parce que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas d'apporter des vraies réponses concrètes pour gérer la sécurité. La sécurité, comme je viens de dire, parce que lorsque vous êtes face au terrorisme, ne sont pas face à une guerre conventionnelle, État à État, mais vous êtes en face à des groupes non étatique. Donc nous sommes dans une guerre irrégulière, dénommée américanement parlant, une guerre asymétrique. Et de fait, aujourd'hui, il faut vraiment une certaine réflexion stratégique, des stratégies appropriées et des stratégies globales. Le développement, je le dis toujours, c'est une condition sine qua non pour la démocratie et pour la sécurité. Donc, étant donné aujourd'hui la situation dans laquelle s'engloutit l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Niger, le Burkina, le Tchad, tout ça. Donc, nous sommes dans une situation qui est très difficile et de fait, aujourd'hui, il y a des facteurs qui sont là, qui animent et aussi qui menacent d'aggraver la situation. Quand vous dites des facteurs qui animent et menacent la situation, est-ce que, et c'est toujours un point que vous avez soulevé dans cette analyse qui date de 2009, cette connivence entre séparatisme et terrorisme, tel que cela a été d'ailleurs cité à plusieurs reprises par notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita, qui représentait Sa Majesté le Roi Mohamed VI d'ailleurs à ce sommet de Malabo. Et ça datait déjà de 2009. Ouais. Donc il y avait déjà des preuves de cette connivence, de cet amalgame que nous ne voyons pas finalement entre le séparatisme et le terrorisme. Après l'échec de la stratégie algérienne de mettre en place un plan politique anti-manifestation des années 80, d'accord, un certain général Mohamed Touati a mis en place un plan stratégique qui s'appelle la sécurité d'abord. Tout le monde le sait très bien, même certains maintenant livres qui ont apparu en France et aux États-Unis, même certains centres américains comme Canigry, ils ont écrit sur ça. Donc il y avait certains éléments qui étaient des services de renseignement algériens et qui ont infiltré les groupes terroristes. Donc et après, ils ont travaillé certains éléments pour qu'ils deviennent vraiment des chefs terroristes comme Adnan Abou Walid Sahraoui, comme un certain Mraoui. Donc, et de fait, aujourd'hui, on parle d'une stratégie de désordre chaotique. Mais aussi, il y a un point qui est très important, c'est que la garde révolutionnaire iranienne, avec la proximité idéologique du communisme, parce que, et aussi de la perception stratégique entre les deux pays, l'Iran a cherché de mettre en place une zone, l'Algérie en tant que zone d'influence stratégique pour avoir une proximité géostratégique avec les pays de l'Europe de l'Ouest et avec le Royaume du Maroc, étant donné que le Maroc est un pays pionnier et pivot dans toutes les équations géostratégiques dans la Méditerranée et de l'Atlantique et aussi avec les pays de l'Europe de l'Ouest. Et de fait, cette ambition de l'Iran de s'installer et de créer une certaine connivence et avoir la mainmise, ils ont essayé de faire ça avec la Turquie même avant, donc ils ont échoué, mais l'Algérie, il y avait vraiment le terrain fertile pour installer
instauré une certaine dépendance, sécuritairement parlant, avec l'Iran. Et de fait, aujourd'hui, l'Iran, il est rentré dans cette stratégie de créer donc, et de contribuer des zones, de créer des zones de ce qu'on appelle des vides géopolitiques pour asseoir sa stratégie. D'abord, pour une raison, essayer de contourner donc, les embargos à l'échelle internationale. Et deuxième chose, parce que pour elle, pour l'Iran, le continent africain reste un continent qui est très important. Et ce n'est pas un hasard que, par exemple, la mise en place de l'unité secrète de la révolution, des gardes de révolution iranienne 199, il est très connu dans les gens qui travaillent ou bien les gens qui font des études sur la question sécuritaire. Donc cette unité-là, il travaille dans la Casamance, donc pour créer au Sénégal, et aussi avec le Polisario. Et donc cette unité, c'est elle qui a formé Adnan Abou Walid Sahraoui, et même c'est elle qui a géré une opération en Mauritanie. D'accord? Et de fait, aujourd'hui, l'Iran, il a l'ambition, il continue d'avoir cette ambition, parce que jusqu'à maintenant, il n'arrive pas de concrétiser sa logique expansionniste avec son projet géopolitique en Afrique. Donc, il continuait de travailler pour aggraver la situation dans certaines zones vides géopolitiques. Et d'ailleurs, Madame Khadija, c'est un point qui est très important, si vous me permettez. Dans le conflit en Éthiopie, l'Iran existe. Dans la Corne d'Afrique, l'Éthiopie existe. Le monde au Shabab en Somalie, l'Iran existe. Donc, par exemple, la région de Cabo Delgado, il y a une opération de schisme qui est vraiment très important. Et donc, de fait, donc, on voit qu'il y a une vision doctrinale, une vision de mettre en place certains paramètres pour déséquilibrer ou bien pour équilibrer à leur connivence certaines équations géostratégiques. À travers le séparatisme. À travers le séparatisme. Aziz Saïdi, peut-être un commentaire sur cela et sur cet appel au Maroc, ces appels, j'ai envie de dire, au Maroc de faire attention parce que, in fine, ce n'est pas propre au Polisario, ce séparatisme qui se nourrit du terrorisme et vice-versa. Cela existe aussi dans d'autres régions, pour ne citer par exemple que l'exemple criant, la Somalie, l'Éthiopie. Alors finalement, est-ce que, pour revenir à notre point initial, est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre conscience de ce danger qui menace et cette prolifération qui est aujourd'hui incontrôlable des groupes terroristes? Oui, enfin, le schéma est maintenant connu. L'imbrication, enfin, les intérêts des États ou des puissances étrangères qui poussent certaines régions au séparatisme, et ça s'imbrique avec le terrorisme. Enfin, et on le sait, au Maroc, on a une expérience dans ce sens et on sait qu'il faut être très vigilant là-dessus. Par contre, je pense qu'il faut aller au-delà et ne pas voir juste les puissances étrangères, l'action des puissances étrangères. Il faut aussi voir la faiblesse en interne des pays africains, enfin de la communauté africaine, à pouvoir répondre à cela de manière forte et de manière unie. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les puissances étrangères, elles ont des intérêts. En fait, d'où ma question, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Je parle vraiment, parce que la prise de conscience internationale, elle est là, et cela figure dans la déclaration conjointe de la réunion de la coalition internationale anti-Daesh qui s'est tenue à Marrakech. Il y a écrit noir sur blanc qu'il faut faire attention à ce séparatisme qui se nourrit du terrorisme et vice-versa. Mais cela dit, est-ce qu'il y a une prise de conscience continentale pour revenir à ce double sommet de Malabo? Parce qu'il y a la première journée qui était destinée aux enjeux alimentaires et la deuxième qui était où cette question a été parmi les questions phares qui ont été traitées, alors que finalement on en sort sans réel consensus, encore moins un gage de prise de conscience, j'ai envie de dire. Enfin, on est tenté de dire que oui, la prise de conscience, elle est là. Mais est-ce que tous les pays ont les mêmes intérêts? C'est là où ça pose problème. Par exemple, on voit, enfin, quand on a vu la junte, enfin, le putsch en Guinée ou au Mali, ils ont été condamnés par la CEDEAO et par l'Union africaine. Ça n'a pas été le cas pour le Tchad.
parce qu'il y a d'autres enjeux de stabilité. En fait, il faut revoir cette manière de traiter les dossiers africains avec une géométrie variable. Et c'est important d'avoir une ligne de conduite claire contre le séparatisme, contre le terrorisme, et avec un agenda vers une démocratisation réelle des pays du continent pour créer les conditions, du développement. Maintenant, au-delà de la prise de conscience, moi je pense que ces questions ont été traitées, les experts ont donné leurs conclusions et leurs analyses, et on ne peut que les saluer. Mais maintenant, il faut agir. Et comment agir? C'est là où on revient à ces deux sommets qui se sont conclus sans consensus déclaré. Et c'est ça qui pose problème, parce que ça nous empêche, en tant qu'Africains, d'agir de manière forte et unie. Et on en parlait tout à l'heure, cette proposition de force commune de l'Union africaine est une piste intéressante dans ce sens. Encore faut-il lui donner les moyens. On a vu avec l'expérience du G5 Sahel que finalement, on se rappelle tous des images de ces soldats avec des fusils en bois, des faux fusils pour s'entraîner. Ça, c'est quelque chose. On peut pas faire face au fléau terroriste sans moyens adéquats. Je pense que l'Afrique a les moyens de prendre en charge sa propre destinée dans ce sens, et sa propre sécurité. C'est quelque chose qui est urgent et qu'il faut régler de manière inclusive dans un débat. Mais par contre, il faut aller vers l'action. Et il ne s'agit plus de parler juste de prise de conscience, parce que la prise de conscience, oui, elle est là. Maintenant, il faut agir, et c'est le temps de l'action, parce que justement, si on n'agit pas, on voit que la situation s'est détériorée ces dernières années, et on voit que ça fait tache d'huile, alors que ça n'a concerné que des régions très précises et sporadiques sur le continent africain. La tâche terroriste est en train de prendre de l'ampleur, et il sera très difficile de revenir dans le sillon de la stabilité et de la bonne gouvernance si on n'agit pas très très vite. Si on n'agit pas très vite, mais qui sont les protagonistes de cette action, Cherkaoui Roudani? Parce que le Maroc a certes plaidé pour une réponse africaine unie, alors que nous parlons dans le cadre de cette Union africaine, mais s'il y avait déjà des protagonistes à highlighter, à mettre en avant, qui sont-ils? Écoutez, à mon point de vue personnel, je pense qu'une opération militaire, proprement dite militaire, ce n'est pas la solution, parce que ce sera difficile. Même vous ramenez tous les contingents à l'échelle internationale, c'est compliqué, parce que tout simplement, la géographie elle est très difficile, elle est très compliquée. Et de fait, ce problème de l'ethnicisme et cette conflictualité existante va vraiment compliquer n'importe quelle opération militaire. On l'a vu avec la France dans l'opération Serval, Barkhane. On l'a vu même avec certaines opérations entre la Côte d'Ivoire, la Guinée, machin, tout ça. Donc on a essayé un petit peu de bricoler militairement parlant, mais toujours il y avait un échec total, parce que tout simplement on n'a pas vu le problème avec une autre vision, une vision plus globale. Je pense aujourd'hui, la première chose, c'est la prise de conscience, une véritable prise de conscience de la communauté internationale. Aujourd'hui, le continent africain, il est devant une situation, financièrement parlant, très difficile. Donc, il y a un certain antagonisme des équations géostratégiques. Plusieurs États puissants sont présents, sont en conflictualité pour la conquête de plusieurs espaces. Donc, il y a une certaine perception qui doit être appréhendée, les enjeux. Et donc, je pense aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, excusez-moi, l'Union européenne, quand vous voyez, par exemple, l'Union européenne, par exemple, la somme d'argent qui a été allouée pour développer machin, tout ça, les relations avec, c'est rien. C'est devant les défis et les enjeux
Vous avez parlé de la crise alimentaire, vous avez parlé des problèmes de terrorisme, vous parlez des problèmes d'instabilité politique, l'incapacité des États à gérer leur espace. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir au fur et à mesure, c'est-à-dire il faut parler maintenant avec, essayer de voir la stratégie, l'opérationnel et le tactique. C'est-à-dire aujourd'hui, notre stratégie, c'est quoi? C'est vaincre le terrorisme. C'est quoi les causes de terrorisme? D'accord? Parce qu'il n'y a pas que la population autochtone qui est impliquée. Non, il y a d'autres choses, d'autres problèmes, des forces extrinsiques qui sont là. D'accord? Par exemple, quand vous parlez du stupéfiant, du cocaïne, tout le monde le sait, c'est l'omerta, mais aujourd'hui, on sait qu'à peu près l'Afrique de l'Ouest, c'est l'épicentre du cocaïne à l'échelle du continent. Donc, il faut combattre ça. Quand vous parlez oui, mais là, il y a la question de la gouvernance. De la gouvernance, voilà. Mais moi, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que ces États-là ont réellement le choix notamment par rapport à des États, par exemple, africains qui sont lourdement endettés, et le bailleur de fonds numéro 1, on le connaît, c'est la Chine. La Chine, oui. Est-ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui les mains un peu liées par rapport à cette question d'endettement vis-à-vis de la Chine, et qui les empêche aussi d'être aidés par d'autres puissances? Ça, normalement, exige une certaine convergence des stratégies à l'échelle de la communauté internationale, entre les États-Unis, entre la Chine, entre l'Union européenne et même la Russie qui maintenant commence à s'implanter d'une manière très efficace. Et aujourd'hui, il faut redéfinir la pensée stratégique vers l'Afrique. Le continent africain, quand vous parlez par exemple de l'Union africaine, il n'y a pas une souveraineté financière de financement de l'Union africaine en tant qu'institution. Ça, c'est un problème. Quand vous parlez de l'architecture du système de défense à l'échelle du continent africain, M. Saïdi a parlé des forces africaines. Moi, je dis qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, dans l'architecture du système de défense de l'Union africaine, il y a 5 forces qu'on appelle forces africaines d'attente. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune force qui est opérationnelle, à l'exception de la force de l'Afrique de l'Ouest, mais jusqu'à maintenant, c'est très difficile et c'est compliqué. La région du Maghreb, il n'y a pas une divergence, il y a une conflictualité géopolitique qui persiste et qui va continuer d'exister tant que l'Algérie n'arrive pas à regarder avec d'autres lunettes le devenir de la population maghrébine. Quand vous voyez par exemple la région de la Corne d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, donc toutes les régions sont éparpillées, donc toutes les réflexions sont éparpillées, donc il faut attendre, je ne sais pas. Donc je pense qu'aujourd'hui le Maroc il a une vision, D'ailleurs, attirer l'attention de la communauté internationale et réunir la coalition anti-Daesh à Marrakech, c'est une bonne décision, c'est une excellente décision qui montre qu'il y a un leadership, parce que le problème de l'Afrique, il n'y a pas de leadership d'un pays. Aujourd'hui, c'est ça que je disais tout à l'heure, les protagonistes. Comment le Maroc peut jouer son rôle de protagoniste justement dans cette lutte antiterroriste au niveau africain? Sans l'aide. Le Maroc, bien sûr, fait partie, n'est-ce pas, de cette mouvance qui est internationale, c'est de cette coalition internationale de lutte anti-Daesh. Mais sur le continent africain, bien sûr, il y a ces appels qui ont été martelés, j'ai envie de dire, par les autorités marocaines à travers le chef de la diplomatie. Mais que faire? Et quels sont les prérequis pour que le Maroc puisse agir? Puisqu'on parle d'action, et Aziz Saïdi évoquait l'action tout à l'heure. Déjà, sensibiliser la communauté internationale, c'est déjà fait, d'accord? La première fois que la coalition anti-Daesh se réunit dans un continent africain à Marrakech, très bien, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a le bureau onusien de la lutte contre le terrorisme ici au Maroc. Troisième chose qui est très importante, maintenant, il faut travailler sur le financement de plusieurs actions de développement économique, réorganiser la structure de développement des relations bilatérales entre l'Union européenne et l'Union africaine, la Russie et l'Union africaine, China Africa, United States Africa, essayer de travailler sur d'autres doctrines géopolitiques qui sont très importantes. Moi, je pense qu'il y a maintenant le Sud-Atlantique, c'est une vision qui est très importante. Qu'est-ce que le Sud-Atlantique, Cheikh Raoud? Le Sud-Atlantique, pour moi, c'est une doctrine géopolitique sur laquelle donc, il y a une connectivité économique qui va drainer des investissements qui est très important, étant donné
que cette région est la plus stable à l'échelle internationale et qui va relier donc la doctrine géopolitique de l'Indo-Pacifique avec le continent africain étant pour avoir ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique élargi. Et donc, c'est une zone où il y a un produit intérieur brut qui avoisine 75% du produit intérieur brut à l'échelle internationale, y compris le continent africain. Et de fait, on va essayer de créer un axe stratégique avec les pays de l'Europe de l'Ouest, étant donné que maintenant les États-Unis, puisqu'on parle voilà, l'Atlantique. Et donc, on va essayer un petit peu de mobiliser. Donc, par exemple, quand vous parlez du pipeline Nigeria passant par 14 pays vers l'Europe de l'Ouest, donc vous parlez d'un investissement très important, vous parlez d'un développement qui va être dans le sillage de cette mise en place de ce grand projet, vous parlez de plusieurs ports qui vont être reliés au port de Tanger. Donc, vous parlez de Financial City Casablanca, qui sera le hub qui va financer et qui va contribuer au développement de ce qu'on appelle d'abord la région de ce qu'on appelle le Nord-Ouest Africa, donc de Tanger jusqu'à le Congo. Et après, on va aller au fur et à mesure vers d'autres pays et on va essayer de réorganiser certaines communautés, certaines organisations à l'échelle internationale avec des financements qui sont très importants à l'image de BRICS, par exemple, et à l'image des États qui sont puissants comme l'Afrique du Sud. Moi, il n'y a pas un moyen qui va essayer de rapprocher le Maroc avec l'Afrique du Sud qu'à travers le Sud Atlantique. Et la réponse économique, bien sûr. Au-delà de la réponse idéologique. Voilà, économique. Oui, parce que l'heure est... On parle du business. On parle du business, économique, absolument. Business, sécurité. Aziz Saïdi, un dernier mot pour clore cette discussion. Et ce pilotage marocain à travers, bien sûr, des visions qui soient portées sur l'économie, sur la création de valeur et le développement. Pour le Sud. Moi, je pense que le rôle du Maroc, il le joue pleinement et multidimensionnel. Bien évidemment, comme l'a dit le professeur Chraoui, la réponse ne peut pas être que sécuritaire, que militaire. Mais cette réponse est importante parce que ça permet au moins, par exemple, au Mali, on dit qu'on ne veut plus de la France pour assurer la sécurité du Mali parce qu'il y a un certain ressentiment de néocolonialisme. On pourra en discuter en long et en large. Mais la réponse, c'était quoi? C'était de ramener le groupe Wagner russe. Les Maliens, qu'est-ce qu'ils disent? La junte malienne, elle dit il n'y a rien d'autre. On ne peut pas assurer, on n'a pas les moyens d'assurer nous-mêmes cette sécurité. On ne veut pas de la France, donc on va ramener des mercenaires russes. C'est un risque très important que de voir dans d'autres pays la même chose, vous l'avez dit, avec d'autres protagonistes. D'où l'importance de cette force africaine qui permettrait au moins de répondre aux urgences sécuritaires. Bien évidemment, la réponse, elle doit être multidimensionnelle, elle passe par le développement, elle passe aussi par le culturel, le cultuel, pour créer, pour justement essayer de construire cette communauté africaine, à l'image de ce qui s'était fait avec l'Union européenne, mais bien sûr en respectant les spécificités africaines. Et pour ce qui est de la question du rôle du Maroc, il le joue pleinement dans ce sens. Et ça commence par le fait de donner l'exemple. Donner l'exemple, par exemple, ça passe par la solidarité. S'il y avait une solidarité africaine plus importante, on aurait moins besoin de ces partenaires étrangers. Si tous les pays africains, par exemple, membres de l'Union africaine, s'acquittaient de leurs cotisations, on n'aurait pas besoin de la Chine pour construire le siège et y mettre des micros et savoir tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça d'une part. La réponse du Maroc aussi, elle est donné en exemple en matière culturelle, puisqu'en prêchant un islam modéré, on vient assécher le lit de l'extrémisme religieux. La réponse et l'exemple marocain est aussi dans ces relations rééquilibrées bilatérales avec les autres pays africains.
où il y a une relation de développement sud-sud. Bien sûr, il faut s'imbriquer dans les espaces de développement internationaux, comme l'a dit le professeur Charkaoui, mais je pense, il faut d'abord commencer par ordonner sa propre maison avant d'aller s'imbriquer dans tout le quartier ou dans le monde. Donc ça, c'est important. Le rôle du Maroc, il est joué à plein, mais le Maroc ne peut pas tout assumer tout seul. Il faut qu'il y ait une accointance des visions stratégiques. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un espoir pour qu'il y ait cette réponse globale, alors qu'on vient de le suivre, ce double sommet de Malabo a finalement accouché d'une souris, et pourtant les enjeux sont graves. Il y a la faim, on parle de centaines de millions d'Africains qui risquent la famine à cause non seulement de la sécheresse, mais aussi de la crise en Ukraine. Donc, in fine, est-ce qu'on peut vraiment y croire ? Pour le moment, c'est très difficile. Et d'ailleurs, il y a d'autres conflits qui ont miné cette réunion, enfin ce sommet extraordinaire. Parce qu'on sait qu'il y a des tensions entre la RDC et le Rwanda, par exemple, qui sont en train de se mettre au jour. Et c'est le cas aussi dans quasiment toutes les régions africaines. Il y a des tensions entre les pays africains. Il faut justement essayer de pacifier, d'apaiser ces tensions entre les pays africains. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui incombe aux Africains eux-mêmes. Mais par contre, il faut travailler. On ne peut pas le faire si les gens ne viennent pas avec d'abord de la bonne volonté. Vous l'avez dit, dans le cas de notre voisin de l'Est, il y a un problème parce qu'on sait que le Polisario est lié au terrorisme et on sait que c'est un facteur de déstabilisation de la région. Et malheureusement, ce pays qui est censé être un pays frère, et les peuples sont frères sans nul doute, joue avec le feu en continuant à soutenir la formation du Polisario. Très bien. Mouvement séparatiste qui, rappelons-le, est un terreau aussi fertile pour le terrorisme. Un dernier mot, Cheikh Abdeldani ? Oui, écoutez, jusqu'à maintenant, en Afrique, il y a à peu près 27 mouvements séparatistes. Oui. Donc 27 mouvements, c'est-à-dire 27 problèmes qui existent et qui continuent d'exister. Je pense aujourd'hui, à la lumière des métamorphoses et des mutations, et à la lumière aujourd'hui même des problèmes que fait face le continent africain, il faut agir avec une stratégie globale. Comme je viens de vous parler, maintenant il faut travailler sur ce qu'on appelle des espaces géopolitiques stratégiques. C'est-à-dire quand vous parlez, comme je viens de vous dire, l'espace nord-ouest Africa, de Tanger jusqu'à le Congo, ça c'est un espace qui est très important. Par exemple, aujourd'hui le Maroc, il est en train d'adhérer donc à la communauté de la CEDEAO. Donc cette communauté, avec l'adhésion du Maroc, pourrait être l'une des régions les plus prometteurs à l'échelle internationale. Donc travaille aussi sur cette doctrine, comme je viens de dire, South-Atlantique, parce que c'est une doctrine qui est très ancienne, c'est ce qu'on appelle la carrera de Indianas en espagnol, donc de Séville jusqu'à le Brésil, était mise en place par un grand général qui s'appelle Leopoldo en 1845, et donc il y avait une faillite. Maintenant, il faut réapproprier d'autres stratégies pour essayer de mobiliser le continent africain vers le développement. Mais on doit faire ça au fur et à mesure des espaces et du temps. Merci beaucoup, Cheikh Abdeldani, expert en relations internationales, stratégie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Madame Khadija. Merci à vous également, Aziz Saïdi. Toujours un plaisir de vous accueillir sur le plateau de questions d'actu, même à distance. Merci, Khadija. Un plaisir partagé toujours. Merci, Saïdi. Et merci bien sûr à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.